Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui je suis très content parce que je vais tester un laser qui m'intrigue. C'est un laser qui a des caractéristiques inédites, en tout cas pour moi. Il est complètement fermé, ce qui permet d'éviter les émanations de fumée. Et ça c'est vachement bien parce que c'est un élément de sécurité qui manque au laser, je pense. Et le deuxième élément qui est peut-être pertinent ou peut-être geek, je ne sais pas, on verra à l'usage, c'est qu'il est équipé d'une caméra qui va servir à positionner, ou en tout cas à faciliter le positionnement des matériaux pour pouvoir graver exactement où on veut. On va voir si c'est un gadget ou si c'est vraiment utile. Pas plus tard que maintenant, je vais déballer ce truc. Ce laser, c'est un Mecpo X4 Pro de 22 watts. On va voir ce qu'il a dans le ventre juste après le déballage. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, c'est bien protégé et tant mieux parce qu'il y a des aléas de transport comme vous pouvez voir. Alors qu'est-ce qu'on a dans le carton? Oh! Ah la vache! Bah déjà, on a les protections en plexi qui sont, c'est pas forcément du plexi, mais en tout cas, on a quelque chose de relativement épais, je dirais 4-5 mm. Pas mal. Vous pouvez voir un éclairage ici. La deuxième partie se trouve là. Alors tout est bien protégé, sauf peut-être cette feuille-là. Cette feuille-là, c'est probablement un gabarit qui va servir à calibrer la caméra. Donc on va voir si c'est efficace. Je suis vraiment curieux de voir ça. On a une notice, on verra si elle est explicite ou pas. Et il y a une partie en français, donc ça c'est cool. Enfin, je dis c'est cool, c'est quand même obligatoire, hein. Faut pas l'oublier. Et je peux d'ores et déjà voir que le châssis est livré prémonté, ce qui devient la norme maintenant, et c'est très bien comme ça. Là-dedans, on a l'alimentation électrique, la pompe à air, est pilotée par la machine. On peut commander la puissance, mais la marche et l'arrêt seront pilotés par le logiciel, si on veut. Donc ça aussi, c'est un bon point. On a une paire de lunettes, malgré la protection, et ça, c'est très bien. Le nerf de la guerre, ici, la tête de laser de 22 watts. On va s'y pencher de plus près, bien sûr, tout de suite. Là, on a un tuyau pour l'extraction des fumées. On verra quelle longueur il fait. On a pas mal d'accessoires là-dedans. On va les voir après le déballage. Quelques outils, câble USB. Et ici, quelques échantillons de matériaux. On a de la mousse ici qui devait contenir, je suppose, le carter du ventilateur d'extraction des fumées qui se trouve en vrac dans le colis. Bon, c'est pas très grave, hein. Il est en bon état, il n'est pas cassé. Sous la machine, on a encore ici, je pense, oui, des éléments de plexi qui sont très bien protégés. Il y en a deux, donc c'est les côtés du carter de la machine. Et la machine en elle-même qui est fermée sur le dessous. Ça, c'est une première, on verra pourquoi. D'habitude, je commence toujours par le montage de la machine. Aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle. Par contre, étant donné que la machine est quasiment montée déjà et qu'on va monter uniquement dessus les accessoires finalement, ce que je vous propose, c'est de commencer par faire le tour de la machine parce qu'ensuite, elle sera complètement fermée. Ici, vous avez l'avant de la machine, vous avez un panneau de commande. Il n'y a pas d'écran, mais il y a des fonctions essentielles. Vous pourrez déplacer la tête du laser une fois qu'elle sera branchée et la ramener à son origine. Vous pourrez aussi faire un frame, c'est-à-dire faire le contour de ce qui va être gravé. Alors ça, c'est dans le cas où vous utilisez la machine avec la carte SD ici, c'est-à-dire sans ordinateur, parce que la machine est autonome. La technique du cadrage de ce qu'on va graver ou découper, ça permet de placer le matériau justement à graver et découper. Mais cette technique a ses limites et on va voir si la caméra va améliorer le positionnement des matériaux. Je suis vraiment curieux de savoir, ça m'intéresse. Ensuite, vous avez un bouton pour mettre en pause ou mettre en route la gravure ou carrément l'arrêter. De ce côté-ci, vous avez une serrure avec des clés de sécurité. Et ça, c'est pratique si vous avez des enfants ou des invités un peu touche-à-tout. Le bouton marche-arrêt, un bouton d'arrêt d'urgence. On tape dessus, ça s'arrête. Pour déverrouiller, il faut faire un petit quart de tour. Et ici, vous avez les entrées donc électriques. USB, donc pour pouvoir piloter à partir d'un ordinateur, ou micro SD pour pouvoir piloter sans ordinateur. Et sur le côté ici, vous avez une sortie pour alimenter la pompe à air. La pompe à air, elle est là pour vous améliorer les découpes notamment. Ici, vous avez un bouton pour commander l'éclairage à l'intérieur de la machine, et ça c'est nouveau. Vous avez ici une prise pour l'antenne Wi-Fi que je vais monter tout de suite, parce que vous pouvez aussi commander la machine à distance. Alors déjà,
attention, c'est pas parce que la machine est équipée d'une caméra et du Wi-Fi que vous pouvez vous permettre de vous éloigner pendant une gravure ou une découpe. Ça, c'est hors de question. Quand vous gravez ou que vous découpez, vous n'êtes pas loin et vous utilisez le bouton d'arrêt d'urgence s'il y a un problème. La caméra, elle est là d'une part pour faciliter le positionnement des matériaux, d'autre part pour vérifier la gravure et la découpe puisque tout sera fermé. Après, vous prenez vos responsabilités, mais je vous conseille absolument pas de vous éloigner de la machine quand vous vous en servez. Sur le dessus ici, on a encore une sortie électrique et celle-ci, elle est pour alimenter l'éclairage. C'est très pratique parce que tout est indiqué, hein. Ici, on est à l'intérieur de la machine et vous voyez les courroies qui permettent de piloter les bras. Alors, les courroies, elles ne sont pas tendues et ça, c'est très bien pour le transport. Et donc le réglage de la courroie, il se fait en déplaçant la poulie qui se trouve ici. Vous avez une autre courroie de ce côté-là et le réglage, il se fait par là. On verra ça en détail tout à l'heure. À l'arrière de la machine, rien à signaler, sinon encore une alimentation électrique et celle-ci, elle va être pour le ventilateur d'extraction des fumées. Et du côté droit, il n'y a rien de particulier non plus, sinon le réglage de la courroie dont je parlais tout à l'heure. Et puisque j'en suis au réglage des courroies, le réglage de la courroie pour le déplacement sur cet axe-là, il est ici. À l'avant de la machine, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais on a un tiroir à cendre entre guillemets. C'est-à-dire que si je tire ici, vous voyez, on a effectivement le fond de la machine qui passe devant, ce qui va permettre de la nettoyer facilement, ce qui ne sera pas forcément simple quand on aura un capot en dur dessus. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. On verra à l'usage si c'est pertinent ou pas. Mais je pense que oui. On a quasiment fait le tour. Il reste à voir une chose ou deux là-bas derrière. Je vous tourne. Vous avez ici un bouton qui permet d'activer ou désactiver le capteur de flamme. Alors pourquoi on a ça? Un capteur de flamme, ça sert à détecter un début d'incendie. C'est en fait juste une diode infrarouge. Et ces capteurs-là, c'est pas une science exacte. De temps en temps, le capteur infrarouge va détecter une différence de luminosité. Il va interpréter ça comme un départ de feu et il va interrompre la gravure, peut-être de manière justifiée, peut-être pas. Donc vous avez toute liberté pour pouvoir l'activer ou le désactiver ici. Alors en général, les gens qui gravent, qui mettent leur machine à l'extérieur par exemple, parce qu'il n'y a pas d'extraction des fumées, justement, ce qui n'est pas le cas de cette machine, ils ont tout intérêt à désactiver le capteur de flamme, parce que si le soleil sort de derrière un nuage un peu rapidement, juste ça, ça peut interrompre une gravure. Donc c'est plutôt pénible. En revanche, pour cette machine-là, étant donné qu'elle sera dans un environnement clos à la luminosité définie, pour ma part, je vais d'abord laisser actif le détecteur de flamme et ensuite on verra s'il est pertinent ou pas. Je vais zoomer sur cette partie maintenant et vous pouvez voir deux choses. Donc ici, la diode infrarouge qui détecte les flammes et là, un autocollant qui cache une ouverture et dans cette ouverture, vous avez la connexion à l'axe Y. Vous avez possibilité, si vous utilisez un axe rotatif, de déconnecter les moteurs de l'axe Y pour connecter à la place un axe rotatif. On verra ça tout à l'heure, j'ai l'option et je vous la montrerai en deuxième partie de vidéo. J'ai fait exprès de laisser la machine à l'envers, donc ici on a le dos et ici on a l'avant, pour vous montrer la câblerie. Regardez bien, les fils sont bien rangés, il n'y a rien qui dépasse. Les seuls fils qui dépassent ici sont ceux qui vont aller sur la tête de laser. Et franchement, c'est super propre. Et les câbles bien rangés comme ça, pour moi, c'est pas juste esthétique, c'est vraiment un avantage parce que ça va vraiment contribuer à la longévité de la machine, à mon avis. Bon, je vous propose de passer au montage. Et la première étape, ça va être de monter ces pièces qui sont des supports pour le carter. Alors, il y en a de deux sortes, hein. Il y a celle-ci qui est toute simple et il y a aussi celle-ci qui a une plaque métallique vissée dessus. Alors, celles-ci, elles vont sur l'avant, comme ça, avec la plaque métallique vers l'avant. Pourquoi? Tout simplement parce que ici il va y avoir l'arrivée du capot qui comporte un aimant et ça va permettre de bien fermer le capot. Donc pour le montage, vous prenez les vis les plus longues du sachet. Donc dans le manuel, il n'est pas expliqué quelles vis il faut utiliser, mais là, ça semble évident. Les vis sont les plus longues. Et attention aussi, il y a un sens. De ce côté-là de la pièce, vous avez des petits trous. De l'autre côté, vous voyez les mêmes trous, mais avec l'emplacement pour la tête de la vis. Donc en toute logique, cette pièce-là, elle est à l'envers. Vous repérez les deux trous filetés sur le carter et vous montez tout simplement votre pièce dessus. Alors pour visser, vous avez un tournevis fourni, mais je ne vous conseille pas de l'utiliser. Si vous avez une visseuse, c'est préférable parce que d'une part, vous allez aller plus vite et surtout, vous avez un limiteur de couple que vous allez régler au minimum, ce qui va vous permettre de ne pas trop serrer les vis. Et ça va préserver la mécanique.
Perso, avec un tournevis, j'ai toujours tendance à serrer trop fort. Avec la visseuse, il n'y a pas de risque. Donc, je viens de monter un embout ici avec la partie métallique devant. Je vais mettre l'autre ici. Et les deux autres, ils vont à l'arrière, ici et là. L'étape suivante, ça va être de monter les côtés du carter de protection. Donc, ils sont marqués R pour right, L pour left. Donc, R pour à droite et L pour à gauche. Alors, pour le montage, il faut utiliser ces petites vis qui ont la tête plate sur le dessous, puisqu'elles vont s'appuyer sur le plexiglas. Donc le côté droit, c'est par rapport à l'avant de la machine, donc ça va aller de ce côté-là. Ça, c'est satisfaisant, ça j'aime bien. Ouais, il est classe. Très très joli. Je ne sais pas si on voit bien, mais ici on a deux encoches qui vont sur le dessous de la machine et qui vont dans les deux trous qui sont là. Ça y est, j'ai mis mes premières traces de doigts, parfait. Donc la partie biseautée, elle va sur l'avant de la machine et donc ça se monte comme ça. Et ensuite, vous avez des trous ici pour visser sur le petit taquet qu'on vient de monter. Alors, pour l'instant, je monte les vis, mais je ne vais pas serrer. On verra s'il faut ajuster ou pas. On fait bien sûr la même chose de l'autre côté. J'adore faire ça. Excellent. Et il faut bien respecter le sens gauche-droit, parce que vous voyez ici, on a une encoche qu'on n'a pas de l'autre côté. Et ça a certainement son importance. Alors, encore une fois, je n'ai pas serré les vis. On va ensuite monter la partie fixe du carter qui va aller comme ça. Cette partie fixe, elle comporte donc l'éclairage, comme je disais. On verra mieux si je fais ça. Elle comporte un éclairage, mais aussi une caméra ici. Et elle comporte aussi à l'arrière un trou pour l'extraction des fumées. Et donc on va commencer par là. On va monter le ventilateur ici. Pour le ventilateur, il y a deux parties. Il y a le ventilateur en lui-même qui est livré avec des vis qui sont déjà montées dessus. Et il y a l'embout extérieur. Donc celui-là, il ira à l'extérieur de la machine. Le ventilateur ira à l'intérieur. Et ici, viendra s'enfiler le tuyau d'évacuation des fumées. Donc le ventilateur, il se monte comme ça. On met l'embout à l'extérieur ici. Et on vient fixer tout ça avec des écrous papillons. Ici, on est à l'arrière de la machine. Donc, les tétons qui sont ici, ils vont venir se positionner dans les trous ici. Le ventilateur qui est là va venir se brancher ici. Et on va positionner ça comme ça. Et vous voyez, donc de ce côté, on a le petit téton qui vient dans l'encoche ici. D'où l'intérêt de ne pas fixer complètement la paroi ici. Maintenant, je vais pouvoir serrer les vis, maintenant que c'est ajusté. Et on va mettre des vis ici et là pour fixer le tout. Alors maintenant, de ce côté-là, je peux serrer toutes les vis, avec la visseuse, bien sûr, au couple minimum, encore une fois. Et si je tourne la machine, vous pouvez voir ici la prise USB de la caméra qui se trouve donc ici. On n'oublie pas, à l'arrière de la machine ici, on a aussi quelques vis à placer. Voilà, et ensuite, il reste plus qu'à brancher le ventilateur ici et la lampe ici. Voilà, et pour fixer le câble de la lampe, on a de fournis des serre-câbles qui vont permettre d'éviter que les câbles traînent. Ça, c'est très très bien. Et donc, les attaches câbles, on va les coller sur le dessus du carter ici, puisque le câble va venir se brancher là. Comme ça. Il y a 5 passes-câbles, je mets les 5. Avant d'installer la tête de laser, on va la regarder d'un peu plus près. On a encore une fois un montage en queue d'aronde qui vient s'enfiler ici. Ça, c'est extrêmement pratique. On a deux vis de serrage ici pour pouvoir régler la hauteur. Donc l'idée, c'est de le monter comme ça et de serrer comme ça. Je vais l'enlever parce que sinon on ne verra pas bien. Sur le côté ici, on a une cale qui va permettre de faire le focus. On va descendre la cale ici. On va mettre le laser en contact avec la surface à graver ou à découper. Et ensuite, on va remonter la cale et c'est fini. Donc ça, c'est très pratique. C'est mieux que le système de Creality, par exemple, où il faut placer une cale entre le matériau et la tête de laser. Parce que ça, on ne risque pas de le perdre.
Sur le dessus de la machine, on a l'alimentation électrique et l'alimentation en air pour pouvoir ventiler la tête de la buse. Vous voyez, l'air passe par ici et sort par ici. Ça va permettre d'évacuer très rapidement les gaz brûlants et les scories. Et donc, ça va améliorer les découpes. La tête de laser, elle est carrément protégée. Donc, évidemment, on a le carter de la machine, mais on a en plus un petit carter ici. Et vous avez en plus une paire de lunettes. Donc, ça, c'est très bien. La tête est complètement carénée. Donc là, on peut se sentir en sécurité. Je vais maintenant remonter la tête de laser. Pour l'instant, je ne fais pas de focale. Et j'ai juste à récupérer le câble qui se trouve ici pour le brancher une fois ici et une fois là. Et voilà, c'est fait. Bon, mais on arrive presque au bout du montage. Il reste à monter le couvercle. Donc le couvercle, il sera comme ça et il va pivoter comme ceci grâce aux charnières qui sont là, là et là. Et bien tout simplement, on va les visser et ça sera fini. Donc cette fois-ci, les vis, elles ont une tête fraisée pour pouvoir s'enfiler dans les trous de la charnière ici. Donc on revient avec un embout numéro 2. On met les vis et on ne serre pas. Donc j'en mets une tout à fait sur le côté. Puis je vais mettre l'autre tout à fait de l'autre côté pour pouvoir aligner la porte tout simplement. Et là je peux serrer. Je serre donc les deux vis aux extrémités. Et j'ai plus qu'à placer les autres et à finir de visser. Et voilà, c'est parfait. Alors là, je suis un petit peu dégoûté, je vous avoue, parce que dans mon espace-temps à moi, il est minuit, il va falloir que j'aille me coucher. Et j'ai hâte de tester cette pétoire. Alors pour vous, ça va être tout de suite, mais pour moi, ça sera demain. Donc à tout de suite ou à demain. Bonjour. Ça va vous depuis tout de suite? Moi j'ai bien dormi. Alors la machine n'est pas prête, mais presque. Il reste quelques accessoires à monter dessus pour la rendre opérationnelle. D'abord on a le tuyau d'évacuation des fumées, donc qui va être fixé avec ce collier de serrage. On a l'alimentation bien sûr et la pompe à air. Il y a d'autres accessoires, mais on les verra après. Alors déjà, le tuyau d'évacuation des fumées, il fait à peu près cette distance-là. Voilà, mes deux bras, je ne sais pas combien ça fait. Donc le tuyau, il vient s'enfiler sur le manchon ici, bien sûr. Si j'étais malin, je mettrais le collier d'abord. Mais bon, je ne suis pas malin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu juste. Mais on va y arriver. Ça tiendra que mieux. Voilà, c'est bon. Alors le collier, je vais faire comme d'habitude. Je vais serrer à la visseuse. En limitant le couple. Ça tiendra très bien. La pompe à air, elle se met sur le côté gauche de la machine. Donc, la pompe, c'est ça. On a un petit bouchon ici qu'on enlève. Et à la place, on y met le tuyau. Voilà, il n'y a pas plus simple. Et pour ce qui est du cordon d'alimentation, ça vient ici. Vous avez sur le cordon un réglage de la puissance. Alors, vous pouvez directement couper l'alimentation ou pas. Alors là, je vais le mettre au maximum pour l'instant et après on verra s'il y a besoin de baisser la puissance ou pas. Et l'alimentation électrique, elle vient ici sur le devant. Donc c'est une alim type ordinateur, sauf qu'elle est en 24 volts et elle fait 6 ampères. Donc ça fait une bonne puissance quand même. Ça se branche sur le devant. Voilà, la machine est enfin opérationnelle, elle est prête à servir. Avant de la tester, on va d'abord regarder les derniers accessoires qui sont livrés avec. Alors d'abord, on a ces pieds qui permettent de surélever la machine de 8 cm, l'épaisseur du plateau de mon établi. Donc ça va être très pratique quand on va vouloir graver par exemple sur une gourde ou quelque chose comme ça, sur quelque chose de cylindrique. On va pouvoir placer à l'intérieur de la machine un mandrin. Et sur ce mandrin, on pourra poser les objets. Alors, je l'ai, l'option, je vais vous la montrer tout à l'heure. On a aussi un câble USB vers USB-C qui va venir se brancher sur le côté ici et qui va permettre de se connecter à la caméra qui se trouve là-dessous. Un autre câble USB vers USB type A. Alors, le type A, c'est cette prise-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est le type de câble USB qui servent pour les imprimantes depuis les années 2000 environ. On a aussi, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, le papier qui va nous servir à calibrer la caméra. On a aussi quelques consommables pour pouvoir tester tout de suite la machine. Donc ça, c'est du métal peint. Ici, on a du contreplaqué et là, du médium, pas épais, 2 mm 5 je dirais max. La paire de lunettes qui va bien, bien évidemment. Une carte SD, puisque bien sûr, avec son écran, la machine est autonome. Donc on va pouvoir la brancher ici.
Et on a aussi un adaptateur. Si vous n'avez pas de port micro SD sur votre PC, vous pourrez utiliser cette clé USB qui est en fait un adaptateur micro USB. Et quelque chose qu'il ne faudra pas perdre, la paire de clés de la bécane. Donc pour la démarrer, on a le bouton marche arrêt ici. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai pas mis les clés, j'imagine. Voilà, c'est ça. Une fois la clé mise, on ne peut pas l'enlever. J'imagine que le carter sert de protection, c'est-à-dire que si j'essaye d'initialiser la machine, voilà, ça se passe pas bien. Alors en cas de défaut comme là, un petit coup d'arrêt d'urgence, on réinitialise avec un quart de tour et il faut fermer le carter probablement pour pouvoir initialiser la pétoire. C'est bien ça. Alors il va falloir régler les courroies d'après ce que je vois. Mais avant ça, on va regarder un petit peu le panneau de commande. Si vous appuyez une fois sur une des flèches, vous allez déplacer la tête d'1 mm. Si vous faites un appui long, elle va se déplacer jusqu'à ce que vous relâchiez normalement. Voilà. Un coup en arrière. Il faut vraiment que je règle ces courroies. Et on peut réinitialiser la machine à partir de là. Le bouton lecture, étant donné qu'il n'y a pas d'écran, il va utiliser la carte SD. Et si vous avez plusieurs fichiers sur la carte SD, la machine va lire le premier uniquement. Et regardez par ici, si je mets la carte dans le lecteur, vous avez un témoin ici qui indique qu'elle est lue. Alors je ne sais pas s'il y a des fichiers dessus. S'il y en a, normalement, si j'appuie sur le bouton frame, on devrait faire un contour. Et apparemment, il y en a un. Donc, dans ce mode-là, évidemment, la gravure, elle va commencer où se trouve la tête de laser, j'imagine. Si je déplace la tête de laser sur la droite et que je rappuie sur frame, ah ben non, on est en mode absolu. Moi j'aime bien quand je reçois un laser, regardez ce qu'il y a dans la carte SD. Donc on a d'abord des fichiers en point quelque chose, alors ça c'est poubelle, ça sert à rien. C'est que le gars qui a fait la carte SD, c'est un gougnafier. Il y avait du monde en plus là-dedans. On a d'abord un répertoire driver, donc ça c'est le fameux driver CH341 qui sert uniquement pour les vieux PC. Ce truc-là, c'est un driver pour un port USB qui doit être installé donc sur les vieilles machines pour pouvoir communiquer avec le laser. Sur un ordinateur récent, ça sert rarement. On a des images, alors j'imagine que ce sont juste des clip art en fait, ouais, voilà. Des petits trucs pour pouvoir essayer la machine, très bien. Il y en a quelques-uns. Ah, il est sympa ce dragon. Ensuite, on a un répertoire MKS Laser. Alors MKS Laser, c'est une application qui s'installe sur mobile et qui permet de piloter des lasers à travers le Wi-Fi. Donc c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Moi, je préfère utiliser soit directement la carte SD, soit une connexion à l'ordinateur. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et ici, vous voyez un utilitaire MKS Laser Tool Window. Alors, c'est pas du tout la même version que l'application mobile. C'est probablement un utilitaire pour mettre à jour le firmware. Ouais, c'est ça. Donc ça, si vous n'avez pas besoin de mettre à jour l'applicatif, enfin le hardware, vous touchez pas. Ici, on a des vidéos qui vont vous aider à assembler le Mecpo. Bon, ça sert à rien parce que je vous ai fait une belle vidéo. Vous avez une autre vidéo qui vous explique comment changer la lentille. Et ça va pouvoir vous servir parce que la lentille, c'est inconsommable, tout comme la tête de laser d'ailleurs. C'est inconsommable, ça a une durée de vie. Donc, très bien. Vous pouvez changer la lentille et ça, c'est bien parce que vous allez pouvoir prolonger la durée de vie du laser. Et vous avez une vidéo sur comment utiliser la caméra. Donc ça c'est pareil, ça sert à rien, je vais vous montrer. Et ensuite vous avez le manuel. Et sur la racine de la carte, vous avez probablement, oui voilà, 2 fichiers de test en G-code directement, c'est-à-dire en langage machine. Comme pour tous les lasers que je teste, je vais commencer par des tests de vitesse. Le premier test que je fais d'habitude, et que je vais faire cette fois-ci aujourd'hui, c'est de faire le tour d'un carré de 25 cm de côté, ce qui fait un total de 4 côtés de 1 mètre, et je vais faire le tour 10 fois, donc 10 mètres. Et je vais chronométrer le temps que prend la machine. L'intérêt de ce test, c'est de déplacer la tête sur un seul axe. Elle va vite, elle s'arrête, elle part sur l'autre axe, elle part vite, elle s'arrête, etc., etc.
Donc ça permet non seulement de tester les vitesses, mais aussi les accélérations et quelque part les freinages. Allez, c'est parti! Donc pour ça, j'ai dessiné un carré de 250 mm de côté. Et j'ai dit à la machine que je voulais me déplacer à une vitesse de 22 000 mm/s, parce que c'est la vitesse max qui est donnée dans le manuel, avec une puissance de laser de 0%, parce que là, je veux ni graver ni découper. Puisque pour ce test, je vais utiliser Lightburn, je vais me connecter à la machine en USB. Je démarre la machine, je ferme le carter. C'est pas mal le carter, on entend moins la soufflerie. Et la première chose à faire, puisque c'est la première fois qu'on utilise la machine, c'est de dire à Lightburn qu'elle existe. Donc, je vais commencer par la fonction « Trouver mon laser ». Parfois, Lightburn trouve les lasers tout seul. Eh bien, il l'a trouvé. Donc, on a une machine qui s'appelle GRBL, qui a une surface de travail de 420 mm par 400 mm et qui est connectée à un port série. Donc, je vais ajouter cet appareil et je vais le renommer en MECPO X4 Pro, puisque c'est comme ça qu'il s'intitule. L'origine du laser, moi je la mets toujours à l'avant gauche et je demande que le laser soit initialisé au démarrage. Voilà, c'est fait. Tant que j'y suis, je vais la définir par défaut. Comme ça, c'est la première qui sera sélectionnée quand je démarrerai Lightburn. Et voilà, la machine s'est initialisée. Vous ne l'avez peut-être pas vu à cause du carter, mais la tête est revenue à l'origine et a trouvé les capteurs de fin de course. Parce que oui, la machine est équipée de capteurs de fin de course. Maintenant, si je décide de cadrer, je vais faire le contour du carré. Voilà, ça va se passer comme ça. Je vais démarrer un chrono et c'est parti. C'est pas la machine la plus véloce que j'ai vue. 1 minute 3, je vous affiche le score à l'écran et le classement par rapport à ses autres collègues. Pour le deuxième test de vitesse, on va faire quasiment la même chose, sauf qu'au lieu de faire le tour d'un carré, on va faire le tour d'un cercle. La différence fondamentale, c'est que les deux axes vont travailler simultanément, constamment. Il y aura des accélérations et des freinages sur les deux axes, mais surtout, les deux axes seront coordonnés. Ce cercle, il va faire 318,5 mm de diamètre, ce qui correspond à une circonférence de quasiment 1 mètre. Et donc, encore une fois, on va faire 10 fois le tour pour faire la même distance de 10 mètres. Allez, c'est parti! « 46 secondes. Encore une fois, je vous mets le classement des machines à l'écran. On a testé la vitesse de la machine, maintenant on va tester la tête de laser et je vais essayer de lui faire découper ce bout de bois. Ce bout de bois, je l'appelle le juge de paix. Depuis le début de mes tests de laser, j'utilise toujours ce même bout de bois parce qu'il est dense et surtout parce qu'il est régulier et donc c'est un excellent comparatif pour tous les lasers. Cette pièce de bois, elle fait 19 mm d'épaisseur environ. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de la découper avec le moins de passes possible. Donc pour ça, on va utiliser une option qui est hyper importante à mes yeux quand on fait des découpes. Cette option, c'est un lit en nid d'abeille, vous voyez, c'est un truc qui est transparent. Pourquoi utiliser un nid d'abeille? Eh bien, tout simplement pour pouvoir évacuer les fumées brûlantes. Le laser va générer une chaleur très intense, forcément. Il va y avoir une brûlure très localisée, des gaz brûlants qui vont se diffuser, des scories aussi qui vont se dissiper. Et les gaz brûlants et les scories ont tendance à être tellement chauds qu'ils vont commencer à brûler la matière autour d'eux. Donc, il faut les évacuer rapidement. C'est pour ça aussi qu'on a une assistance d'air pour pouvoir souffler ça. Et le lit dans le nid d'abeille, lui, il va permettre à ce que le matériau ne soit pas en contact avec une surface pleine où la chaleur ne peut pas s'échapper. Donc là, les gaz brûlants vont pouvoir passer sous la pièce sans rester forcément en contact dessus. Je vais mettre le bois en place dans la machine et je vais régler la focale du laser. C'est important. La focale, c'est quoi? Tout simplement, votre laser, c'est pas juste un trait qui va jusqu'à l'infini. En fait, c'est un faisceau en V. Comme ça, j'exagère, hein, mais c'est exactement ça. C'est un V très étroit, bien entendu. Il y a un point de focale, donc la pointe du V, où l'énergie est tout à fait concentrée sur un point le plus petit possible. Et donc, c'est ce point-là qu'on va mettre théoriquement en contact avec le matériau. Et donc, pour faire le réglage de cette focale, je vous ai montré tout à l'heure sur la tête de laser qu'il y a un petit levier qu'il faut baisser ici.
Je vais placer la tête de laser au-dessus de mon bout de bois. Je vais défaire les vis qui sont là. Et je vais descendre la tête de laser au contact du bois. Une fois que c'est fait, je serre mes deux vis. Et je remonte le levier. Et voilà, ma focale est faite, le laser est à la bonne hauteur. Donc là, j'ai positionné le bois à peu près où il faut. Donc pour pouvoir le cadrer correctement, il faut que je ferme le carter. Et du coup, là, on ne voit pas très bien. Et il faut que je lance la fonction de cadrage pour voir où va la tête de laser et estimer si le bout de bois est placé correctement ou pas. Le problème, c'est que la tête de laser, elle est très grosse et qu'on n'y voit rien. Et c'est en ça que je pense que la caméra va énormément faciliter le placement des pièces pour des gravures, que ce soit de précision ou pas. Ici, j'y vois pas grand-chose. Mon bout de bois, il fait 35 mm, mais j'ai dû mettre un trait de 70 mm pour être sûr que la découpe commence bien à gauche du bois et qu'elle finisse bien à droite. Donc je vais modifier les caractéristiques de vitesse et de puissance. Les tests de découpe pour ce bois, je les fais toujours à 150 mm par minute. Et la puissance max, au max, 100%. Donc cette fois, on va faire une découpe. Donc je vais activer l'assistance d'air. Alors je vais essayer de filmer ça. On n'y voit pas grand-chose. Par contre, rappelez-vous, il y a un éclairage. On va voir ce que ça donne. Et je vais commencer par faire 3 passes. Donc là, malgré le cadre, je vais mettre des lunettes. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de fumée, franchement. Et j'ai pas laissé le temps à la machine d'évacuer les fumées complètement. Je l'ai arrêté juste après la découpe. Et franchement, c'est pas mal. Alors pendant que ça découpait, moi je suis pas resté sans rien faire. Je suis allé vérifier que le petit ventilateur là-bas, il extrayait les fumées. Et je les voyais bien s'évacuer. Donc franchement, ça marche pas trop mal. Je suis assez content de ça. Quant à la découpe, eh ben, on n'est pas loin de la vérité. Avec 3 passes, il manque pas grand chose, donc on va tenter avec 4 passes et on va voir si ça passe. Normalement, ça devrait aller. Bon, cette fois-ci, je vais laisser le temps à la machine d'évacuer les fumées un petit peu. Bah, une passe de plus, vous voyez, on y est un peu plus loin. Je pense qu'on atteint les limites de la focale plus que de la puissance de la machine. On n'est vraiment pas loin, mais on ne l'a pas découpé. Mais c'est quand même pas mal, on y est presque. Hein. Il faut voir quand même que le bois est dense et il est super épais. Hein. 19 mm, c'est pas rien quand même pour une machine de 20 watts. Le test suivant que je vous propose, c'est un test de précision. Je vais utiliser ce bout de bois qui fait 10 mm d'épaisseur. Je vais découper dedans un carré de 40 mm par 40 mm et je vais le mesurer au pied à coulisse. Et ce coup-ci, je voudrais vous montrer l'utilisation de la machine sans l'ordinateur, en mode autonome, avec la carte micro SD. Alors, bien entendu, j'ai quand même besoin de l'ordinateur pour dessiner le carré de 40 par 40. Donc, je vais commencer par faire ça. Je fais mon carré, je dis qu'il fait 40 mm de côté. Une fois que j'ai fait ça, je vais enregistrer le G-code. Et le G-code, je vais le coller dans la carte SD. Je vais l'appeler carré 40 mm. Apparemment, ça n'aime pas les accents. Très bien, j'en mets pas. Et j'éjecte la carte SD pour la placer dans le graveur laser. Je mets le laser en route. Je me rends compte que la carte SD est bien lue ici. Je vais l'initialiser. Et je vais faire un frame. Ah oui, c'est vrai que vous ne voyez rien, vous. Donc j'allume. Voilà. Et maintenant, je peux lancer la découpe. Voilà, donc la découpe est faite. Notre carré, il fait exactement 40 mm. Sur l'autre axe, il est un tout petit peu plus petit. Il fait
39,8 à 2 dixièmes quand même. Quant au trou, là, on est à 40,2 mm par 40 piles. Donc, on a un trait d'1 dixième. Puisqu'on a un écart de 2 dixièmes et qu'il y a un trait par côté, ça fait bien 1 dixième le trait. C'est très correct. Bon, je pense qu'il est grand temps maintenant d'aller tester la caméra qui se trouve là-dessous. Je vous avoue que j'ai un peu hâte. Je vais commencer par enlever le nid d'abeille. Parce qu'il va falloir calibrer la caméra avec ce gabarit que je vais sortir de son emballage. Et il faudra le placer à plat au fond de la machine. Un petit détail au passage, le tiroir ici, quand vous le fermez, faites attention parce que, évidemment, les fils peuvent se prendre dedans. Mais les clés aussi, vous voyez? Là, ça coince. Donc attention à ça. Pour utiliser la caméra, là, il n'y a pas le choix. Il faut utiliser Lightburn. Si vous utilisez laser GRBL, ça ne marchera pas. Si vous utilisez le mode autonome de la machine, non plus. Donc, il faut que je raccorde la machine à l'ordinateur. Et il faut aussi que je raccorde la caméra, donc la prise USB est ici, encore une fois à l'ordinateur. La caméra, du point de vue de l'ordinateur, c'est ni plus ni moins qu'une webcam. Donc si vous voulez voir comment ça marche, vous lancez l'application caméra et vous pouvez voir qu'il y a une caméra qui s'appelle Mekpo X4 quelque chose. Et donc Lightburn, il sait gérer ça. Donc pour pouvoir calibrer la webcam, ou la caméra, pardon, on va dans Laser Tools et on va faire calibrer l'objectif de la caméra. Donc ici, il faut choisir une caméra, j'en ai qu'une, c'est celle-ci. On va mettre un objectif standard et on va prendre aucun pré-réglage, on va faire un calibrage complet. Donc on fait suivant. Donc pour la première étape, il faut placer le gabarit au milieu de la machine. Et là, on voit sur la caméra qu'il y a le bras du laser qui est juste devant. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais démarrer la machine. Comme ça, elle va s'initialiser. Et en plus, je pourrai allumer la lumière. Ça sera pas plus mal. Donc je vais placer le gabarit au milieu. Voilà. Et donc là, il va falloir prendre une photo et on va obtenir un score. Le score doit être le plus bas possible, apparemment, d'après ce que je lis. Et si ça ne marche pas, c'est probablement parce que le gabarit est froissé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on peut cliquer pour télécharger l'image et donc l'imprimer. Voilà, on a un score de 0, donc il va falloir recommencer. Donc je vais l'imprimer et je vais recommencer. Bon, je l'ai imprimé, alors ça, c'est l'original, et ça, c'est l'impression qui est tirée de la doc de Lightburn. Alors évidemment, c'est le même motif, mais c'est pas la même échelle. Mais je pense que ça n'a aucune importance. On va tester ça. Je vais mettre le papier dans la machine. Voilà. Et on va capturer le bousin. Bon, par contre, avant de commencer, je vois qu'il y a une case à cocher. Bon, par contre, avant de commencer, je vois que l'assistant de calibrage, il prend en compte le Honeycomb. Ah, merde. Comment ça s'appelle le... Bon, par contre, avant de commencer, je vois que l'outil de calibrage de l'objectif, il prend en compte les nids d'abeilles, donc je vais le remettre. Et allez, c'est parti. Je mets le papier au milieu. Je capture. On a un score de 0,25, c'est franchement bien. Next. On va maintenant faire les 4 points cardinaux, j'imagine. Suivant. Ok. Il faut aussi faire les coins. Donc tout à l'heure je disais, je pense que l'échelle du gabarit n'a pas d'importance, et si vous avez compris, vous regardez l'image de gauche, c'est la caméra, donc il y a un effet fisheye, effet GoPro, et l'image de droite, c'est l'image redressée par le logiciel qui se base sur le gabarit justement pour pouvoir limiter les déformations. Donc c'est à ça que sert l'assistant de calibrage à mon avis. Donc maintenant que le logiciel sait comment détordre l'image déformée par l'objectif, j'imagine que maintenant on va imprimer un gabarit pour pouvoir définir l'échelle. Voilà, l'alignement de la caméra. Tac.
Je choisis ma caméra, encore une fois j'en ai qu'une. Allez, donc là je vais enlever le gabarit, on n'en a plus besoin. Et à la place, je vais mettre un bout de carton. Donc il doit faire 20 cm de côté minimum. Donc là il y a un peu plus. Et on va suivre l'assistant. Par contre, il faut connaître l'épaisseur du matériau, a priori. Donc il fait 6 mm et demi. C'est du bon carton ça. Donc l'épaisseur du matériau c'est 6,5. Et ensuite il faut mettre les paramètres de vitesse et de puissance pour graver. Donc si je regarde la doc, pour du carton, le fabricant il préconise 15% de puissance et 3000 mm par minute. L'échelle, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc je laisse ce que c'est. Et la commande pneumatique, je ne la mets pas, puisque là on va graver, on ne va pas découper. Donc on va cadrer. Ça y est, je sais à quoi correspond l'échelle. On va mettre 100. Alors attends, on va annuler, parce que comme ça a tapé, je refais une initialisation de la machine. Et ensuite, on va calibrer l'alignement de la caméra encore. Donc on reprend 6,5, 15%, l'échelle à 100 et on cadre. Voilà, c'est mieux ça. On recommence. Voilà, c'est propre. Et maintenant, avant de graver, on va faire la focale. Du coup, j'ai pas été malin, je recadrerai. Voilà. Je vais refaire le cadrage. Le carton, il bouge parce qu'ici, il dépasse et il se fait attraper par le laser. Donc ça, je l'enlève. Voilà, il n'y aura plus de problème. Et on va reprendre le cadrage. Pour ça, heureusement, c'est à faire qu'une fois. Hein. Bon, c'est pas mal. Allez, go, démarrer. Voilà, étape suivante. Je prends la photo et je clique sur suivant. Maintenant, il va falloir que je clique au centre des 4 cibles dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Bon, ça c'est simple, hein, on va zoomer déjà. Alors le 1, il est là. On va zoomer encore. Et le centre, il est ici. Et donc, il faut double-cliquer. Voilà. Maintenant, on va faire le 2. Ah non, ça c'est le 4, pardon. Annuler dernier. On voit pas bien. Le 1, il est en haut. C'est celui-là. Maintenant, je vais marquer le 2. Alors, le 2 sur le carton, il est légèrement visible. À la caméra, on ne le voit pas. Donc, c'est bien là. J'ai vérifié. Double-clic. Donc, le 3, il se trouve sous le 2. Et le 4, donc, à gauche du 3. Voilà. Et maintenant, suivant. C'est fait, terminé. Et donc maintenant qu'on a fait ça, je vais aller dans le menu fenêtre ici et je vais ajouter une fenêtre que je n'utilisais pas jusque-là, à savoir commande de caméra. Voilà, donc elle est ici. Je vais sélectionner la caméra que je veux. Et quand je clique sur le bouton mettre à jour la superposition, on voit l'image de la caméra sur la grille. Donc c'est pas une vidéo en temps réel, hein.
Alors pourquoi on a fait tous ces efforts? Eh bien tout simplement pour se faciliter la vie. Quand on veut placer précisément une gravure ou une découpe, ou les deux d'ailleurs, sur un objet, comme par exemple le carton qu'on a sur l'image, eh ben on va pouvoir le faire facilement. Je donne un exemple. Regardez, je vais importer un des motifs qui se trouve dans la carte SD de la machine. Ben, je vais prendre ouais, n'importe quoi. Prendre le chat là par exemple. Ce chat, je vais le transformer en tracé, comme ça. Hop, voilà. Donc ça va me donner ça. Donc c'est exactement l'image qu'on avait tout à l'heure. Et donc si je veux que le chat il prenne toute la place sur le carton, eh ben, je vais faire comme ça, tout simplement. Je peux même décider de l'agrandir un peu plus, par exemple. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à le graver. C'est parti, on va faire l'essai. Donc avec cette méthode, il n'y a pas besoin de s'embêter avec un cadrage. On vise directement sur le matériau. Et donc là, on peut voir que le cadrage correspond parfaitement à ce qu'on a à l'image. On n'ajuste plus le matériau à l'image, si on veut, on peut adapter l'image au matériau. Et ça, c'est excellent. Bon, cette vidéo doit être bien trop longue, alors je vous parlerai de ces deux options pour graver sur des objets cylindriques une autre fois. Sachez qu'elles existent et qu'elles sont vraiment beaucoup plus grandes que celles que j'ai déjà eues entre les mains. Allez, on passe au bilan. Le bilan est bien entendu positif. La machine est globalement dans les standards actuels. Elle est livrée prémontée, si on fait l'abstraction du caisson de protection. Elle a une capacité en termes de surface de travail et de puissance dans les standards du moment. Elle est ni très rapide ni trop lente. Bref, elle fait un bon milieu de peloton sur ces critères. Mais par contre, elle a de sérieux atouts. Sa caméra est clairement pas un gadget. J'ai fait d'autres projets ce week-end pour et avec mes nièces et neveux, et la caméra m'a bien aidé à placer les objets découpés dans les chutes de médium que j'avais. La caméra, elle permet de placer les gravures et les découpes bien plus précisément qu'on peut le faire avec la fonction de cadrage. C'est vraiment super pour centrer précisément une gravure sur un médaillon ou un porte-clés par exemple, mais aussi ça permet d'économiser du bois en utilisant des chutes pile à la taille de l'objet qu'on veut créer. Pour faire une analogie, c'est un peu comme une caméra de recul sur une voiture, on peut s'en passer, mais c'est bien plus pratique quand on a l'option. Perso, moi je la valide cette option. Le deuxième grand atout de cette machine, c'est bien sûr son caisson rigide. La machine est conçue d'origine pour y intégrer le caisson. C'est pour ça qu'on a ce que j'ai appelé le tiroir à cendre, mais pas seulement. Habituellement, les graveuses laser, elles sont construites avec des profilés en alu. Et ici, la caisse, elle est en plaque de tôle, ce qui fait que le châssis est complètement fermé. Alors au début, j'avais un petit doute sur la rigidité du châssis, mais en fait, ça va très bien. La machine ne bouge pas d'un poil. Elle est suffisamment robuste et le fond en tôle participe forcément à la rigidité de la machine. Un avantage auquel je n'avais pas pensé, et je remercie mon frère d'être passé ce week-end, parce que grâce à ça, j'ai pu me rendre compte que créer des objets avec les enfants, ça a été très sécurisant. Les deux plus grands dangers d'une machine laser, ce sont le laser et les fumées. Avec le caisson, les enfants ont pu rester à côté de la machine sans crainte pour leurs yeux. Même si vous avez des lunettes de protection, elles peuvent ne pas être bien mises sur le nez. Donc le caisson les protège complètement. Quant aux fumées, le système d'extraction il fonctionne très bien et les enfants ont eu la joie de ne pas connaître l'odeur du médium brûlé par un faisceau laser et les yeux qui piquent à cause de la fumée toxique. Et oui, parce que le médium contient autant de bois que de colle, et donc cette fumée-là, elle n'est pas bonne à respirer. Le ventilateur fourni est un 24 volts, il est très efficace. Mexpo m'a aussi fourni un caisson en toile qui se monte sur un châssis en tube, et ce caisson il est pour le modèle Mexpo X5, la grande sœur que j'ai testé dans cette vidéo. Le caisson en toile est bien moins pratique pour plein de raisons, il est trop léger et on le déplace d'une pichenette, parce qu'il est léger justement et qu'il recouvre juste la machine. Il n'a pas de fond en fait. Et la ventilation est bien moins efficace que celle de la petite sœur Mexpo X4 Pro. Il faut dire que pour le X5, le ventilo c'est un 5 volts, contre un 24 volts pour le X4 Pro, et en plus le volume d'air à gérer est bien plus gros pour le X5, puisque la machine a une surface de travail de 60 par 60 cm, contre 42 par 40 sur la X4. Passons aux autres détails sympas de la machine. La puissance de 20 watts, c'est ce que je recommande en ce moment. La puissance est suffisante pour faire plein de choses et les prix restent contenus. Alors je sais, une machine comme ça coûte, mais mettez-y un laser de 30 ou 40 watts et les prix vont exploser pour finalement peu de possibilités en plus par rapport au surcoût. La machine est bien construite, le câble management il est nickel, et ça c'est un plus pour la durée de vie de la machine. Toutes les commandes et les connexions sont bien placées. En parlant de commandes d'ailleurs, le panneau de commande est presque en trop, parce que c'est presque dommage qu'il y ait un mode autonome sur cette machine.
Alors il faut que je m'explique. Un mode autonome, c'est-à-dire sans ordinateur, c'est super dans un atelier comme le mien où la poussière de bois est omniprésente. Ça permet de se passer d'ordinateur qui n'apprécie pas ce genre d'environnement. Mais dans cette configuration, on ne peut pas profiter de la caméra embarquée pour placer le matériau et c'est bien dommage. Donc je confirme, hein, j'ai bien pris goût à cette option. Le système de réglage de focale avec une pige intégrée, c'est quasiment ce qu'il y a de plus pratique. Il n'y a pas de cale qu'on peut perdre. Le seul meilleur système, c'est un axe Z motorisé qui permettrait un autofocus. Mais la pige n'est pas moins rapide à régler en fait. Alors, est-ce que la machine a des défauts? Eh bien oui, si on veut pinailler, mais elle n'en a pas beaucoup. J'ai remarqué que le ventilateur qui extrait les fumées ne se met pas en route si l'assistance d'air n'est pas déclenchée. Et ça, c'est dommage. J'aurais apprécié une extraction forcée ou alors une extraction avec commande manuelle parce qu'en général, on ne déclenche pas l'assistance d'air pour les gravures, alors que l'extraction des fumées est utile aussi dans ce mode-là. Alors certes, le caisson limite la diffusion des fumées, ce qui est très agréable pendant la gravure, mais elles ne sont pas évacuées et à la fin de la gravure, il vaut mieux pas laisser son nez près de l'ouverture quand on récupère son œuvre. Alors, j'ai pas encore eu le temps de tester la machine avec un axe rotatif. Dans ce mode, la machine est montée sur des pieds de 8 cm de hauteur et je crains que la machine soit moins rigide une fois montée sur pilotis. Mais ça reste à prouver, on verra ça dans une prochaine vidéo. En attendant, si celle-ci vous a plu, j'ai testé plein d'autres modèles de laser. Vous pourrez comparer tout ça dans cette playlist. Pensez à vous abonner, à commenter, je réponds encore à tous, même si c'est de plus en plus compliqué parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous remercie pour ça. Merci vraiment à tous. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!